Et 14h30 à Paris, place à votre ultime rendez-vous. C'est derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Actualité judiciaire évidemment cette semaine, on vous en parle depuis plusieurs jours sur France 24, le procès Jubilard et ce cliché qui a retenu votre attention. Laure Manin, bonjour Laure. Bonjour Elisabeth. Le cliché de celui que tout accuse, Cédric Jubilard, impassible ces derniers jours, ces dernières heures dans le box des accusés. Absolument, et Cédric Jubilard, c'est cet homme seul face à toute une famille, celle de sa femme, Delphine Ossegel-Jubilard, qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, près de Albi. Cet homme seul dans le box des accusés face donc aux avocats qui l'accusent, celui des frères et sœurs de sa femme, celui aussi de sa cousine, celui de ses enfants, celle de ses enfants, qui aujourd'hui se défend, un homme seul face à l'accusation, face aussi à ses enfants qui ne l'appelle plus papa, mais Cédric. Et puis un homme aussi dont la disparition de sa femme semble ne l'avoir affecté qu'à moitié, qui se disait s'inquiéter pour lui-même dans les jours qui ont suivi la disparition de sa femme. Un homme aussi au regard un peu de victime. Un homme victime d'une femme qui l'a trompé. Un homme donc qui se disait malheureux en amour, avec une enfance difficile. Il est né d'une femme de 16 ans qui, à l'âge de 2 ans, l'a placé, l'a replacé à nouveau, et puis quand il est revenu auprès de sa mère, c'était avec un compagnon violent qui l'a frappé. Et puis il y a cette petite lucarne à travers laquelle il voit son avocat, l'un de ses avocats, et puis la défense qui plaide l'acquittement, estimant que rien ne prouve sa culpabilité, pas de corps, pas d'aveu, pas de raison de le soupçonner. Peut-être que finalement, celle qui a disparu est partie de son plein gré en laissant derrière elle ses enfants, sa maison et même son amant. En tout cas, cette absence de corps devrait lui bénéficier, estime la défense. En tout cas, cette petite lucarne, c'est le dernier lien entre lui et le reste du monde. Les réquisitions de l'avocat général avaient lieu hier mercredi. Aujourd'hui est consacré au plaidoirie de la défense. Et puis demain, la peine sera prononcée. Tout reste possible, Laure. Oui, il pourrait aussi bien s'en sortir libre qu'avec 30 ans de prison. C'est la réquisition du parquet. Est-ce qu'il va s'en sortir indemne? Parce que pour l'instant, il n'a rien reconnu, il n'y a pas de corps, il ne fait pas d'aveu. Il n'a pas fait d'aveu ni devant sa propre mère, qui l'a supplié quasiment à genoux de dire la vérité pour ses petits-enfants, ni après la lecture d'une lettre de son fils, Louis, qui a 6 ans, donc s'adresse à lui en parlant à Cédric et en lui demandant de dire la vérité. Lui continue à répondre par des phrases courtes, en oubliant, en disant qu'il ne se souvient pas, en se contredisant sans avoir l'air de tiquer. Il n'a donné aucune prise à l'accusation qui reste sur sa faim. On va regarder ce reportage d'aujourd'hui. Ce matin, très concentrée, la première avocate de Cédric Jubilard n'a qu'une mission: faire naître le doute dans l'esprit des jurés. Pied à pied, pendant des heures de plaidoirie, elle tente de mettre à mal les témoignages accablants contre son client et les lacunes du dossier. Elle tente aussi de faire oublier l'attitude de Cédric Jubilard pendant 4 semaines de procès, tour à tour indifférent, provocateur, incapable de montrer ses émotions. Certainement, avez-vous pensé que ce n'était pas un très bon père et un très bon mari, mais on ne condamne pas les mauvais types, on condamne les coupables. Dans sa plaidoirie, l'avocate de Cédric Jubilard interpelle les jurés. Sont-ils sûrs à 100% de pouvoir annoncer à 2 orphelins de mère, je cite, que maman n'est plus là à cause de papa? Pour cette journée d'audience cruciale, toujours beaucoup de monde devant le palais de justice qui souhaite assister au débat. D'autant qu'hier, le parquet général a requis 30 ans de prison contre Cédric Jubilard. Je crois que c'est effectivement la sanction d'un féminicide sans beaucoup de circonstances atténuantes. Si M. Jubilard avait manifesté un peu d'humanité, de sensibilité, le réquisitoire aurait été moins sévère. Entre jurés populaires et magistrats professionnels, il suffirait que 3 personnes sur 9 doutent pour que Cédric Jubilard soit acquitté. Voilà, 3 personnes sur 9, ça suffirait. L'avocat général a requis 30 ans de réclusion criminelle malgré l'absence de corps. Et parmi les raisons qui expliquent cette réquisition, Laure, il y a surtout le profil de Cédric Jubilard, un homme violent qui a du mal à comprendre qu'il est violent.
Absolument, c'est l'une des choses qui sont revenues régulièrement, c'est cette personnalité problématique de Cédric Jubilard. On vient d'entendre son attitude parfois désinvolte vis-à-vis de cette affaire, et puis aussi le fait que lui n'a pas l'air de prendre conscience de vraiment qui il est. Il dit n'avoir jamais levé la main sur sa femme Delphine, et effectivement, il n'y a pas de traces de plainte pour des violences conjugales. En revanche, il y a eu plusieurs témoignages qui disent qu'on a vu Cédric Jubilard secouer sa femme violemment, et puis il y a des témoignages de disputes récurrentes. D'ailleurs, le soir de sa disparition, une voisine a entendu, dit-elle, des cris de femmes. Et puis il y a le témoignage de Louis, leur fils, qui le soir en question raconte avoir entendu une dispute, avoir tenté de l'interrompre en jetant un Lego dans le couloir, et puis avoir fait semblant de dormir lorsque son père est venu le voir. C'est un moment où Cédric Jubilard disait qu'il était en train de dormir. Ça n'est donc pas compatible avec le témoignage de son fils. Et puis il y a justement les violences à l'égard de son fils Louis, le petit garçon qui avait 6 ans à l'époque, en a 11 aujourd'hui, et qui raconte que son père le giflait, le traitait de con, le faisait s'agenouiller sur des Legos avec les mains sur la tête quand il estimait qu'il avait fait une bêtise, et qu'il lui demandait de ne pas en parler à sa mère, puisque quand la mère était là, Delphine Ossagel, eh bien, elle s'interposait, elle empêchait ces mauvais traitements. Pour l'un des avocats de l'accusation, en fait, Cédric Jubilard pense que tant que le sang ne coule pas, en fait, il n'y a pas violence, il ne réalise pas ce que c'est vraiment. Or, pour l'avocate des enfants, en fait, la véritable violence, outre celle qu'ils ont subie avec ces châtiments corporels, eh bien, c'est le fait qu'ils vont être privés de leur mère toute leur vie. Écoutez. On a 2 enfants qui sont voués à grandir, condamnés à vie, à vivre avec l'absence de leur mère. Elle sera jamais là dans les moments importants. Plus de Noël avec Delphine, plus de personnes à qui on se confie sur des événements importants. Voilà, une image frappante dans cette histoire, c'est la maison des Jubilard qu'on a vu tourner en boucle sur les chaînes de télévision, construite par Cédric mais jamais terminée. Elle est l'une des raisons de la rupture entre les 2 époux. Oui, et c'est encore l'un des éléments du dossier qui rend cette affaire si fascinante pour beaucoup de monde. Cédric Jubilard, c'est un homme fanfaron qui aime bien être au centre de l'attention, qui a une réussite sociale qui pourtant n'est pas tout à fait en accord avec la grande idée qu'il a de lui-même. Par exemple, il gagnait moins que sa femme, c'est elle qui payait la plupart des factures du foyer. D'ailleurs, Cédric Jubilard lui piquait de l'argent régulièrement. Elle avait dû faire changer ses cartes et ses comptes pour qu'il ne puisse plus y accéder. Et cet argent qu'il lui volait, c'était notamment pour payer cette très importante consommation de cannabis, jusqu'à 10 à 15 joints par jour de son propre aveu. Et puis cette maison, c'est un peu le signe à la fois de l'échec et de la réussite de ce couple. La réussite parce que c'est là qu'ils ont construit leur foyer, leur maison, qu'ils ont acheté ce terrain, qu'il a construit, cette maison qu'il a construite de ses mains, mais qui est comme un pavillon abandonné au milieu d'un terrain vague, avec des parpaings qui sont toujours apparents, des déchets qui s'entassent dans le jardin, qui n'ont jamais été apportés à la déchetterie. Une maison que, à la fin, Delphine Ossagel ne supportait plus, qu'elle appelait une maison de bidochon, mais qu'il n'avait plus les moyens d'assumer ni l'un ni l'autre, d'autant plus qu'elle avait annoncé son intention de divorcer, que c'était elle le gros revenu du foyer, qu'elle allait donc partir et qu'il allait perdre cette fameuse maison. Il avait d'ailleurs demandé à sa mère d'en devenir la locataire pour tenter de la sauver dans ses dernières minutes. Et l'un des éléments importants des féminicides en général, c'est qu'il y a un élément déclencheur du passage à l'acte. Il peut y avoir 2 choses en général, c'est la rupture, on l'a dans le cas avec Delphine Ossagel qui avait annoncé son intention de divorcer, mais aussi la perte de statut social. Souvent c'est la perte d'emploi, mais ça peut être aussi la perte d'une maison. Et là encore, eh bien, on a des éléments qui tendent à prouver que Cédric Jubilard aurait eu les déclencheurs nécessaires pour passer à l'acte. Ce procès fascine en France. C'est presque surprenant car c'est une de ces trop nombreuses affaires de féminicide. On rappelle qu'il y en a un tous les 3 jours en France. Pourquoi cet intérêt pour cette affaire en particulier aujourd'hui, Laure ? C'est vrai que la plupart des cas de féminicide, tous les 3 jours, vous l'avez rappelé, eh bien, c'est un entrefilet entre 2 brèves dans les journaux ou alors des titres un peu accrocheurs, histoire de marquer les esprits et parfois avec beaucoup d'indifférence pour le sort des femmes qui sont tuées. Là, il y a plusieurs éléments qui expliquent une sorte de fascination. D'abord, il y a l'absence de corps. Est-ce que cette femme a disparu volontairement, en laissant derrière elle les enfants dont tout le monde dit qu'elle les aimait passionnément, ou est-ce que elle a été assassinée et que c'est le crime parfait dont Cédric Jubilard se serait vanté auprès de certaines de ses petites amies? En tout cas, l'absence de corps, ça reste une plaie ouverte pour les proches de Delphine Ossagel qui ne peuvent pas faire leur deuil, et ce, malgré 5 années de battues. Il y a notamment un citoyen qui s'est engagé énormément
énormément et qui, depuis 5 ans, continue à battre la campagne aux alentours de Cagnac-les-Mines. Il y a aussi les petites amies de Cédric Jubilard. Avant même le divorce et la séparation, Cédric Jubilard s'était inscrit sur plusieurs applications de rencontres. Au moment des battues, dans les jours qui ont suivi la disparition de sa femme, il a rencontré plusieurs compagnes, notamment une fameuse Séverine, dont on a beaucoup entendu parler lors de ce procès. Séverine qui raconte qu'elle l'a rencontrée après avoir trouvé un pull qu'elle lui avait rapporté. Ils s'étaient rapprochés et pendant 2 mois, ils sont sortis ensemble jusqu'à son incarcération. Il lui avait dit à elle qu'il était content parce qu'il allait pouvoir peut-être récupérer 7 000 € sur l'assurance vie de Delphine Ossaguel. Et puis, il y a aussi Jennifer, celle qui lui a succédé à Séverine et qui a affirmé que Cédric Jubilard lui aurait fait des aveux et qu'il lui aurait raconté avoir éliminé sa femme et qu'il lui aurait même fait une démonstration avec une clé de bras en l'étranglant pour lui montrer que dans cette situation, en fait, la femme ne peut pas crier et que c'est donc comme ça qu'il aurait réussi. Il y a aussi les aveux qu'il aurait fait à sa mère. Enfin, c'est pas vraiment des aveux. En fait, c'est plutôt des projets qu'il aurait partagés en disant « Elle me prend pour un con, je vais la tuer et on ne retrouvera jamais son corps ». Une histoire que sa mère n'avait pas pris au sérieux. Et puis, il y a aussi le co-détenu, Marco. Alors ça, c'est l'ingrédient thriller qui se surajoute à l'affaire. Au-delà du triangle amoureux avec l'amant et les maîtresses, il y a aussi donc Marco. Marco, c'est ce co-détenu auprès duquel Cédric Jubilard se serait confié. Il aurait demandé si, lors de fortes pluies, un corps pouvait remonter à la surface. Il aurait Marco aurait proposé de déplacer le corps et aurait ensuite, après sa sortie de prison, rencontré Séverine pour tenter d'identifier le lieu. Et puis bien sûr, il y a la personnalité de la manquante, Delphine Ossaguel, la pièce manquante du puzzle. Delphine Ossaguel, elle a rencontré Cédric Jubilard très tôt. C'est une jeune femme très jolie et qui prend soin d'elle, qui est infirmière et qui est très tournée vers les autres, de la vie unanime de ses proches, aussi bien ses amis que sa famille. Elle est aussi lumineuse qu'il semble sombre et c'est la femme responsable notamment des enfants, de la famille, des comptes du couple, celle qui est le point solide, le pilier en fait, et qui, quand elle a rencontré Cédric Jubilard, eh bien, ses proches disaient qu'ils espéraient tous que ça ne durerait pas. À la fin, elle est exaspérée par l'apathie de son mari, elle menace de le quitter et elle s'inscrit sur un site de rencontre où elle rencontre un homme avec qui elle noue une relation d'amour, avec des projets de couple et d'emménagement commun. Cet homme, il s'appelle Donajan et lui, il a été mis en cause un moment brièvement parce que son téléphone aurait bipé dans le secteur de la maison de Delphine Ossaguel, ce qui a finalement été contredit par la gendarmerie. En tout cas, c'est 2 avis, 2 hommes très différents qui ont été rencontrés par des journalistes de la presse quotidienne régionale. Cédric Jubilard, inquiet pour lui, fanfaron, content de sa nouvelle gloire avec la disparition de sa femme. Et puis à côté, l'homme éploré, l'amant triste qui pleure réellement cette femme qui a disparu. D'autres procès ont également fasciné les Français. Ces dernières années, récemment, il y a eu l'affaire Pellico. Son côté surdimensionné, aussi bien en termes de durée que de nombre de personnes impliquées, suivi évidemment par les médias du monde entier. Vous étiez venu sur ce plateau commenter évidemment le verdict. Mais pour les affaires de féminicide, il y a une autre affaire qui avait beaucoup fait parler. C'était la disparition, souvenez-vous, d'Agnès Leroux, héritière de l'hôtel le Palais de la Méditerranée à Nice, et dont le corps, là aussi, n'a jamais été retrouvé. Absolument. Et là encore, c'était l'amant, l'amoureux qui avait été le premier soupçonné, Maurice Agnolet, qui était avocat. Agnès Leroux, elle a une trentaine d'années, elle disparaît en 1977. Son corps n'a jamais été retrouvé et tout de suite, les soupçons se sont portés sur Maurice Agnolet, qui est donc cet avocat niçois, issu d'un milieu modeste, qui a bien l'intention de grimper les échelons de la société et de gagner beaucoup d'argent. Il se fait embaucher comme conseiller juridique du Palais de la Méditerranée, qui est le deuxième plus grand casino de France à l'époque. Agnès Leroux en est l'une des héritières. Elle le prend comme avocat pour son divorce et lui voit, entre guillemets, la bonne affaire, c'est-à-dire qu'elle est riche, issue d'une grande famille et elle peut lui apporter eh bien, cette reconnaissance sociale et finalement monétaire qu'il n'a pas et après laquelle il court. Agnès Leroux, qui est longtemps décrite comme une femme extrêmement vive, pleine de vie, mais qui fait quand même 2 tentatives de suicide, des tentatives de suicide qu'ont faites également les deux épouses de Maurice Agnolet au cours de sa vie, qui a été ensuite décrit par ces femmes comme manipulateur, pervers, cynique, intéressé exclusivement par l'argent. La disparition d'Agnès Leroux, elle a longtemps fait les gros titres des journaux parce que pendant 37 ans, on est resté sans décision ferme de la justice sur la culpabilité de Maurice Agnolet, qui expliquait que oui, il était peut-être un sale type avec Agnès, mais que ça ne faisait pas de lui un coupable de meurtre. Et finalement, le coup de théâtre est arrivé en 2014, très longtemps après les faits, lorsque l'un de
ses fils, Guillaume, a raconté que oui, son père avait fini par lui avouer des années auparavant qu'il avait bien tué Agnès Leroux d'une balle dans la tête dans son sommeil lorsqu'ils étaient en train de faire du camping dans le nord de l'Italie, en Italie vers Monte Cassino, que son corps n'avait jamais été retrouvé et qu'il lui avait même dit « Tant que le corps n'est pas retrouvé, je suis tranquille ». Voilà, on peut avoir une affaire de disparition sans corps, sans aveu, et tout de même une condamnation à la fin. Merci beaucoup Laure Manin, merci pour ce dernière image à la veille du verdict donc dans l'affaire Jubilard. Reste avec nous tout de suite, c'est le grand format du jour, c'est le Focus, regardez.